Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré à votre patrimoine. Aujourd'hui, nous allons commencer notre 7e épisode de notre série consacrée aux dirigeants. Donc, nous avons avec nous la chance aujourd'hui de partager ce webinaire avec Arnaud Bier, associé avocat chez RSM France. Bonjour. Bonjour Arnaud. Bonjour. Le sujet du jour, ça va être la responsabilité du dirigeant. Donc, comment se prémunir et protéger surtout son patrimoine professionnel et personnel. Alors, on va commencer le webinaire tout de suite par une petite introduction. Je laisse peut-être la main à Arnaud pour Oui, nous. très bien. Très bien. Voilà, quand Jean-Randolph m'a sollicité, je me suis dit, bon, voilà, je me suis posé exactement la question qu'il nous pose, pourquoi la responsabilité du dirigeant est un sujet patrimonial? C'est simplement parce que, voilà, on est dans un cadre de webinaires patrimoniaux, c'est euh, pourquoi et comment on exerce sa responsabilité de chef d'entreprise. Et déjà, on a prononcé le mot important, c'est la responsabilité, c'est-à-dire que d'être dirigeant d'entreprise, c'est une responsabilité en soi. Et donc, elle est exposée à partir du moment où on assume la direction d'une entreprise. Et c'est un sujet patrimonial parce que je pense que chacun en dehors du plaisir et de l'intérêt qu'il trouve à exercer son métier, sa profession ou à développer son entreprise, le fait aussi pour constituer un patrimoine, le sécuriser, le développer et ensuite le transmettre, soit le réaliser financièrement auprès d'un acquéreur, soit le transmettre à sa famille. Donc, c'est déjà par principe, quand le chef d'entreprise engage sa responsabilité, il expose son patrimoine. Et après, il y a des responsabilités individuelles et personnelles, mais souvent la sanction de l'échec du chef d'entreprise, c'est pas, on va pas l'emmener en prison. Hein, il n'y a plus de prison pour dette en France depuis bien longtemps, et heureusement. Mais c'est la perte de son patrimoine. Alors, son patrimoine professionnel, évidemment, puisqu'il est exposé au premier chef, mais ça peut être aussi son patrimoine personnel s'il a commis des fautes. Et on verra au cours de ce webinaire que le fondement vraiment de la responsabilité du chef d'entreprise, c'est la faute. Et donc, il y a des moyens pour se prémunir d'une faute et puis pour en limiter les conséquences. Voilà, je pense qu'à ce stade, c'est suffisant pour bien poser le sujet. On expose son patrimoine personnel ou professionnel en essayant de protéger son patrimoine personnel et on engage sa responsabilité par son action et donc il faut être prudent, attentif et compétent. Tout à fait. Ok, très bien. Donc, on t'a bien résumé déjà la première petite slide, effectivement, que c'est un risque personnel souvent très sous-estimé, en fait, hein. Alors effectivement, dans la on voit que la responsabilité est plurielle parce que maintenant on vit dans une société qui est extrêmement normée, on légifère à tout va et il y a des responsabilités spécifiques qui sont dans les domaines civil, fiscal, social, pénal et patrimonial. Il y a des textes particuliers. Nul n'est censé ignorer la loi, mais tout seul, ça devient très difficile. On peut poser des questions à ChatGPT, mais il y a peu de chances qu'il réponde à toutes les questions. Et c'est une responsabilité de poser une question à ChatGPT parce qu'il faut bien poser la question. Et vous n'aurez pas d'assurance à mettre en jeu si jamais la réponse n'est pas adéquate. Tout à Voilà. fait. Et dans ce cadre-là, effectivement, comme tu l'as indiqué, il y a donc les quatre grandes responsabilités à connaître, le civil, fiscal, social et pénal. Et la question essentielle à retenir, c'est pas seulement si je suis responsable, mais est-ce que j'ai les preuves, en fait, de, pour pouvoir me défendre et pour pouvoir justifier toutes les décisions qui ont été prises, en fait, hein, dans le cadre de l'objet social de la société. Absolument. Alors d'abord, chose importante hein, dans une société, parce on peut être un chef d'entreprise individuel, il y en a de moins en moins, et maintenant tout le monde ou presque exerce
à part les professions libérales dont nous sommes un des exemples. Et encore, on exerce de plus en plus en société. Mais voilà, il y a peu d'entrepreneurs individuels, mais l'entrepreneur individuel, son principe, c'est qu'il n'a pas l'écran de la société pour protéger sa responsabilité. Donc je dirais que le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'exercer en société, et de préférence pas en société de personnes qui exposent la responsabilité individuelle des associés et financière, mais en société de capitaux où la responsabilité est limitée au montant des apports, c'est-à-dire au montant du capital qu'on a investi. En gros, on perd ce qu'on a misé sur la société et pas plus si on n'a pas exposé sa responsabilité pour faute ou donné sa caution personnelle. Donc, et l'objet social, c'est le premier cadre qui définit le champ de votre responsabilité. Donc, on ne fait rien qui sort de l'objet social et on le limite spécifiquement ou on l'élargit. Ça dépend de la liberté d'action que vous voulez avoir. Mais plus la liberté est grande, plus la responsabilité l'est. Tout à fait. Mais malgré ces éléments, comme tu l'as mentionné, effectivement, il y a tout ce qui est, entre parenthèses, hors bilan, si je peux m'exprimer ainsi, par exemple, par rapport aux engagements donnés. C'est pas parce qu'effectivement, on n'est pas uniquement limité au capital social. Si demain, on contracte des prêts ou des choses comme ça et qu'on donne des engagements personnels, eh ben, il faut savoir qu'on est engagé personnellement, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a deux manières d'étendre sa responsabilité au-delà du capital qu'on a investi dans la société, c'est de donner des garanties, soit personnelles, soit réelles. La garantie personnelle, la plus connue, c'est la caution. Je suis personnellement responsable des dettes garanties par ma caution dans la limite du montant indiqué et uniquement. Hein. Donc, et ça, même si l'entreprise est défaillante, vous le savez, le banquier, puisque c'est en général les banquiers qui bénéficient de ce genre de garantie, pourra venir chercher le remboursement de sa créance sur mon patrimoine personnel. Donc c'est extrêmement important quand on donne, c'est pas un acte neutre de donner sa caution, donc c'est extrêmement important d'y réfléchir avant de le faire. Donc ensuite, pour rester dans le cadre et dans l'enchaînement des slides, on verra, je pense, la caution un peu plus loin. Oui. Les situations qui font basculer le risque, c'est effectivement le premier risque à un concours, c'est les risques de trésorerie, on le voit très souvent. On peut être une entreprise en pleine expansion, en pleine réussite, et faire faillite parce que la trésorerie ne permet pas de faire face aux engagements. Et ça, c'est typique d'ailleurs des entreprises qui ont une forte croissance avec un besoin en fonds de roulement important, parce que on consomme beaucoup de cash et à un moment, on peut être dans une dynamique de succès, mais dans une dynamique de trésorerie catastrophique. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important d'y veiller. Et la trésorerie, je pense que le maître mot, c'est l'anticipation. Tout à fait. On ne peut pas diriger une entreprise maintenant sans des plans de trésorerie qui permettent de voir quels seront les besoins à terme, qui peuvent être financés après auprès des banquiers. Mais si on n'a pas pris la précaution de le faire, là, on peut exposer sa responsabilité de chef d'entreprise en ayant été négligent sur cet aspect-là, hein, tout en ayant été très performant commercialement, techniquement ou autre. Ensuite, évidemment, comptabilité insuffisante, alors c'est le drame du drame, c'est si on n'a pas de comptabilité, c'est-à-dire si on ne remplit pas, si on ne respecte pas ses obligations dans ce domaine-là, là, on expose sa responsabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que vous êtes tous des chefs d'entreprise avisés puisque vous assistez à un webinaire sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire que vous êtes des gens qui anticipaient et qui vous intéressaient à ce sujet. Mais bien souvent, quand les dossiers arrivent dans le bureau d'un administrateur judiciaire ou devant un juge commissaire ou au tribunal, la première chose qu'ils regardent, c'est est-ce qu'il y a une comptabilité? Alors, ça nous fait sourire parfois, on se dit, c'est quand même basique. Eh bien non, il y en a plein qui n'en ont pas. Et ça, c'est assez... Ou alors qui en ont totalement insuffisantes, avec des mélanges de patrimoine qui sont absolument dramatiques. Mmh. Ensuite, les décisions sociales non tracées, c'est extrêmement important d'avoir des écrits, d'acter les choses par écrit.
Alors, acter les choses par écrit, il ne suffit pas d'avoir un écrit, hein. Il faut que l'écrit soit bien rédigé, clair, motivé, qui correspond à la réalité et qui ne soit pas simplement je coche la case, j'ai rempli mes obligations et je dors sur mes deux oreilles. J'ai vu qu'il y avait un éditeur de logiciels de comptabilité qui proposait de sortir automatiquement des résolutions d'affectation de résultats. Vous signez, vous l'envoyez. Sauf que c'est un faux parce que vous signez une copie conforme d'un acte ou d'une délibération qui n'a jamais eu lieu. Donc, il faut tenir les réunions, il faut les acter par écrit. Et moi, je dis toujours, je raconte dans mes actes l'histoire que je n'ai pas envie qu'on vienne me raconter après a posteriori. Donc, il faut y apporter un grand soin. Ce n'est pas uniquement une contrainte administrative, c'est vraiment un outil de gestion et d'anticipation. C'est extrêmement important. Et pour ça, sans faire de publicité pour mon métier, mais c'est important de s'adresser à des gens compétents qui vont anticiper les risques que vous ne voyez pas forcément. Ensuite, les engagements excessifs, évidemment, c'est une cause d'engagement de la responsabilité du dirigeant parce que l'usage de biens sociaux d'abord pour autre chose que l'objet de la société, c'est plus qu'excessif, c'est-à-dire c'est hors sujet. Donc, si vous avez des dépenses somptuaires pour des sujets, je conseille beaucoup de clubs de sport où je vois des chefs d'entreprise engouffrer des sommes pharaoniques, ça me fait toujours frémir. Je leur dis de ne pas le faire, mais la passion est plus forte que tout, ils le font. Donc, les engagements excessifs, il faut éviter. Et voilà, il faut agir prudemment. Forcément, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc, l'idée, c'est pas de ne pas prendre de risques, parce que de ne pas prendre de risques, c'est déjà en soi un risque, hein. C'est risquer de se faire dépasser par tout le monde, de voir son entreprise décliner et péricliter. Mais en revanche, il faut que ce soit des risques qui soient conscients, mesurés, anticipés et gérés et structurés. Voilà. Donc, il faut prendre des conseils auprès de personnes avisées. Nous, on fait notre expérience sur le dos des autres, donc on mutualise de l'expérience et on la partage avec nos clients. Donc, c'est important de trouver des conseils qui sont des vrais conseils et pas qui ont des idées qui leur passent par la tête de temps en temps. Et qui partagent des expériences avec vous. Et il faut les écouter parce que ils ont déjà vécu beaucoup de situations sans en faire les frais eux-mêmes. Mais effectivement, le réflexe du dirigeant, pardon, excuse-moi, Arnaud, oui. Je t'en prie. Ouais, donc le bon réflexe du dirigeant, effectivement, c'est de s'entourer de personnes compétentes, mais pas uniquement de son avocat ou expert comptable ou assureur banquier ou conseil patrimonial. C'est vraiment un ensemble de compétences. Il faut vraiment s'entourer de toutes les compétences, en fait, hein. Voilà. Alors, on avait fait un petit slide sur la suite par rapport à reprendre un petit peu l'insuffisance d'actifs. Bon, tu as déjà bien résumé la situation précédemment. Oui, c'est ça. Les flèches vont dans la même direction et malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne direction. C'est-à-dire que c'est plus la direction à ne pas suivre. On a des tensions de trésorerie, on ne les a pas traitées. C'est des signaux d'alerte dont on n'a pas forcément tenu compte. On se retrouve en cessation des paiements. La cessation des paiements, c'est pas le fait d'avoir... on peut avoir un magnifique immeuble bien placé dans Paris qui vaut une fortune, mais qui n'est pas liquide. Et puis des dettes, mais qu'on ne peut pas payer parce que l'immeuble, on ne paye pas avec un bout d'immeuble ou avec... voilà. Et donc se retrouver en cessation des paiements. Donc la cessation des paiements, c'est l'incapacité de faire face à son actif, à son passif exigible, voire exigé, avec son actif disponible. Donc quand je dis voire exigé, c'est-à-dire que quand vous négociez des moratoires avec des créanciers, s'ils n'exigent pas le paiement de la créance, ça ne rentre pas dans la cessation des paiements. Il faut quand même là aussi bien l'acter. Et l'actif disponible, je vous redis, si vous avez un magnifique immeuble, ça ne vous sert pas à payer vos dettes qui sont immédiatement exigibles. Et je l'ai vécu récemment d'ailleurs pour un client et il anticipait la vente de son magnifique appartement
bien placé dans Paris, mais sauf qu'au dernier moment, la vente s'est pas faite et l'entreprise a dû se soumettre à une procédure collective. Donc, D'accord. après, les procédures collectives, vous les connaissez, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire. Et là, s'il y a insuffisance d'actifs par la faute du dirigeant, eh ben, il y a une action contre lui qui est une action pour faute, hein. Donc, Mm. c'est pas une responsabilité comme la caution, où on se dit, la caution, il n'y a pas besoin d'être fautif, hein, il suffit d'avoir dit si jamais l'entreprise ne paye pas, je payerai à sa place. Là, c'est vous avez fait des fautes, vous avez dépensé l'argent n'importe comment, vous avez poursuivi avec obstination une activité déficitaire, Mm. alors que tout le monde, y compris tous vos conseils, vous disaient c'est plié, c'est fini, dépose le bilan parce que là, tu vas exposer ta responsabilité. Et envers et contre tous, et c'est louable, mais vous avez poursuivi cette activité déficitaire. Voilà. Et donc ça peut engager votre responsabilité. Alors, les biens exposés, ben, on l'a aussi mentionné un petit peu, hein. Donc, on peut arriver sur tout ce qui est des biens immobiliers privés, les liquidités, les placements et entre autres également tout ce qui est engagement personnel. On va peut-être pas. Voilà. Dis-moi. Oui. En fait, quand on est sur une responsabilité pour faute, on sort du cadre protecteur de la société et c'est le patrimoine personnel qui peut être exposé. Et si on n'a pas bien structuré son patrimoine personnel, par exemple par des régimes matrimoniaux, de Oui. séparation, des choses comme ça, ben, c'est le patrimoine de toute la famille qui risque d'être engagé. Et donc, ça aussi, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir en amont, de bien structurer son patrimoine personnel, parce que si jamais il y a contagion des passifs de l'entreprise vers le passif personnel, à ce Mm. moment-là, si on n'a pas pris de précaution, ça devient dramatique pour toute la famille. Tout à fait. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on voit des sociétés qui commencent à avoir des difficultés, l'idée c'est de faire quelque part un diagnostic patrimonial complet pour anticiper ces éléments-là et pour voir si ce qu'on peut encore protéger en fait au niveau personnel, hein. C'est c'est toujours le maître mot, l'anticipation en fait. C'est ça. Hop. Alors les cautions personnelles, négocier avant de signer. Donc, par rapport à ces éléments-là, effectivement, aujourd'hui, il y a différents éléments qui peuvent exister, hein, par rapport à ces cautions personnelles. Et dès le départ, en fait, quand on est encore en position de force, quand tout va bien, c'est à ces moments-là qu'il faut les négocier et pas quand ça commence un peu à sentir le roussi, entre guillemets. Donc, il faut toujours avoir un œil sur ces cautions personnelles pour pouvoir les faire évoluer également dans le temps. Donc, tu es d'accord avec moi, Arnaud? Oui, c'est extrêmement important. Alors, le premier principe, et moi j'ai beaucoup de clients, et c'est un principe que j'ai même pas besoin de leur souffler, c'est il y a un nom de principe, pas de caution personnelle. C'est comme ça. Quoi qu'il arrive, pas de caution personnelle. Parfois, alors, nécessité fait loi, hein, j'ai l'habitude de dire nécessité fait loi. Donc, bah, je crois en mon entreprise, j'ai besoin d'un financement, je vais voir le banquier me dit, bah, si vous croyez à votre entreprise, montrez-le moi, vous me demandez de prendre des risques, prenez-les avec moi, donnez votre caution. Donc, il faut résister le plus possible. Il y a un moment où on fait un choix et c'est un choix responsable. Donc, ensuite, on engage sa responsabilité patrimoniale personnelle. Donc, ça, il faut le savoir. Et il faut bien y réfléchir. J'avais rencontré un notaire il y a de nombreuses années, d'ailleurs à titre personnel, et qui disait, moi je pense que c'est pas pour ma profession que je dis ça, mais ça devrait être un acte solennel, la caution, c'est-à-dire passer devant un notaire pour que les gens comprennent bien Oui. que ça engage leur responsabilité. Mm. J'ai vu des gens donner leur caution pour rendre service à des amis qui n'en étaient pas forcément reconnaissants après, en se disant, c'est rien, oui, je signe un papier. Non, c'est pas signer un papier, hein. C'est beaucoup plus que ça. Je pense Ouais, que tout à fait. personne de vous ne l'ignore, mais Mm. Exactement. Et du coup, effectivement, dans ces éléments, dans le cadre d'un financement, par exemple, c'est important également d'être accompagné par rapport à ces financements
pour pouvoir mettre en place peut-être des substitutions de garantie comme avec la BPI ou des éléments ou d'autres personnes en fait ou d'autres organismes qui peuvent se porter entre guillemets caution à votre place, quoi. C'est ça. Et la différence, tout à l'heure je parlais de sûreté Oui, personnelle, je n'ai pas parlé des sûretés réelles. La différence entre une sûreté personnelle et une sûreté réelle, c'est je donne en garantie un bien qui fait partie de mon patrimoine privé, mais c'est uniquement ce bien qui sera exposé au risque. Donc, par exemple, je donne une hypothèque sur un bien immobilier qui m'appartient ou un nantissement sur du capital qui m'appartient. Voilà. oui, Et ça, au moins, on peut se dire, c'est limité. Bon, je risque ça, mais je risque pas plus. Voilà. oui, tout à fait. Donc ça, à la limite, voilà, il vaut mieux, je pense, donner une sûreté réelle qu'une sûreté personnelle, parce que la sûreté personnelle, on ne sait pas quel bien on devra y affecter ensuite. Ouais, tout à fait raison. C'est important de borner les choses en fait et de savoir où on va. C'est plus qu'important. Alors, ensuite, prévenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les écrits. Premier bouclier, effectivement, du dirigeant, comme tu l'as indiqué. Donc, quand tout va bien, les écrits peuvent sembler une contrainte, mais par contre, effectivement, quand tout va mal, c'est là où il est important de savoir ce qu'on a fait et d'avoir les preuves, en fait, par rapport aux actions qu'a engagées le dirigeant. En fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir dans toute décision de gestion, en fait, c'est d'avoir des écrits avec des PV, des notes de décision et des prévisionnels, ainsi de suite. La chose importante également, je pense que les personnes aujourd'hui en font souvent abstraction, pardon, c'est les conventions intragroupes. Hmm. Un petit mot peut-être, Arnaud, sur ces conventions? Oui, alors déjà sur les contraintes, moi, on vit tous de plus en plus de contraintes, hein. On vit sous contrainte, on vit en état d'urgence et sous contrainte. C'est comme ça, je pense qu'on finit par s'y habituer. Euh, et ça peut nous aguerrir, donc très bien. Après, moi, je dis toujours à mes clients quand ils rechignent à vouloir assumer une contrainte, je dis, mais faites-en un atout et pas. Parce que si vous le subissez, ça devient une contrainte. Si en Mm. revanche, vous l'appropriez, ça devient un outil. Et ça peut être un outil voilà, de cadrage, de communication, Oui, de réflexion même. Moi, je dis souvent, quand je rédige un acte, j'ai mieux compris le problème une fois que j'ai fini la rédaction que ouais, quand j'ai commencé. Et en général, personnellement, le temps sur lequel je passe le plus, là où je passe le plus de temps, c'est sur l'exposé préalable dans lequel on contextualise le sujet. mm, Parce que ça, c'est très important. C'est là où on raconte l'histoire qu'on veut raconter avant que quelqu'un d'autre nous la raconte. Et ouais, donc, les conventions intragroupes, c'est extrêmement important. Et il faut y apporter une grande attention parce que même quand il faut faire attention aux modèles tout faits qui ne sont pas forcément pertinents, on pense qu'on a coché la case et en fait, ce n'est pas le cas. oui, Donc voilà, il faut les cris en droit, les droits c'est bien, mais si on ne peut pas trouver, ça vaut rien. Donc la preuve, elle se fait souvent par écrit et donc il faut vraiment une très très grande attention sur ce sujet. ouais. On avait mis une petite slide également sur savoir agir quand il n'est pas trop tard, notamment par rapport aux problèmes de trésorerie, des choses comme ça. Euh, bon, par rapport à ça, effectivement, il y a plusieurs modes de fonction, enfin, plusieurs solutions en amont. On a juste voulu, sur cette slide, vous montrer quelques solutions. Donc, du coup, il y a effectivement le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde et le redressement avant la liquidation, si jamais effectivement on a des problèmes de trésorerie. Ça, Euh, c'est quand ça va mal, hein. Donc, quand c'est ça ça. va mal, il faut savoir anticiper. Il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour commencer, parce que sinon, on va directement, on a l'obligation d'ouvrir une procédure collective, donc on n'a plus le choix. Mm. Donc, le mandat ad hoc, ça a le mérite et la conciliation de la confidentialité, parce que si on commence à crier à U et à Dia qu'on est en mauvaise posture, forcément, ça ne fait qu'aggraver le mal. Donc, le mandat ad hoc et la conciliation, c'est géré dans un cadre sécurisé
sous la protection du tribunal, comme disent les Américains, les difficultés avant qu'il ne soit trop tard, Tout et à fait. peut-être en préparation ensuite d'une procédure collective, mais qui sera d'autant plus efficace qu'elle a été préparée en amont dans un cadre sécurisé, et on vient devant le tribunal avec des solutions et pas avec des problèmes. Tout à fait. Et c'est vrai que on a souvent tendance en fait à sous-estimer ces deux éléments, le mandat ad hoc et la conciliation en fait, hein. Oui. C'est vraiment pas assez utilisé à mon avis chez nos dirigeants. Et la phrase que j'entends le plus souvent, c'est voilà. Pardon, il y a eu un problème de son, Arnaud. Souvent, quand on va devant un mandataire ad hoc ou un conciliateur, c'est pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir plus tôt? Donc, Oui, il faut vraiment anticiper. Je veux dire, c'est pas honteux d'avoir des difficultés, mais il faut aller au-devant, il faut anticiper et aller voir les personnes compétentes en amont, sans qui est la crainte d'être jugé. responsabilité du dirigeant. Voilà, C'est de sa responsabilité et de son devoir en fait, hein. c'est ça. Alors, comment on peut se protéger? Alors, comme on l'a indiqué depuis le début, il y a les solutions juridiques, hein, à mettre en place. Donc, il y a ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on avait un petit peu? Donc, comme tu l'as indiqué au départ, c'est séparer son patrimoine personnel et par la mise en place d'une société ou de structures ou de mise en place de groupes, en séparant peut-être les différentes sociétés ou les différents business en fait, hein, pour pas que un business porte Contaminer l'autre. Ouais. contamine l'autre en fait, hein. Donc là, effectivement, on peut commencer à également faire ce genre de choses. C'est important, c'est pas trop compliqué à mettre en place et ça permet vraiment de bien protéger l'ensemble, enfin le reste de son patrimoine professionnel dans ce cas-là, surtout avant qu'on contamine tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Effectivement, bon ben il y a les actes comme la déclaration d'incessabilité en fait, hein. Les régimes patrimoniaux, comme on a déjà indiqué. Donc tout ça, c'est à voir en amont. L'organisation, comme on l'a toujours dit. Et enfin, encadrer de nouveau tous ces éléments-là, quoi, hein, avec des cautions, les mains levées, les PV, enfin, ces éléments-là. En fait, moi je dis, c'est structurer son patrimoine en distinguant ce qui est privé et ce qui est professionnel, peut-être Voilà. séparer effectivement les activités pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, Et voilà, il y a pas, maintenant il y a des patrimoines d'affectation en France, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc même un entrepreneur individuel peut scinder son patrimoine en disant, moi j'expose ça, mais pas le reste. mm, Donc la structuration en société, c'est important. Ensuite, les régimes matrimoniaux, c'est important. Et puis l'organisation de l'entreprise avec les délégations de pouvoir, voilà, qui permettront de montrer qu'on a mis en place une organisation appropriée pour gérer le risque et qu'on n'a pas simplement, c'est pas laissé porter par le flux des affaires en étant uniquement polarisé sur le chiffre d'affaires ou des choses comme ça. Voilà. tout à fait. Ok. Alors, le dirigeant, il a une responsabilité aussi envers sa société en se protégeant, parce que souvent le dirigeant, donc c'est un homme clé. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est aujourd'hui la partie, comment dire, c'est la partie Assurantiel. assurantielle et quelque part personnelle du dirigeant, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre en place notamment tout ce qui est prévoyance pour le dirigeant. Parce que c'est pas à l'entreprise en fait demain de gérer la vie personnelle du dirigeant, c'est-à-dire l'entreprise n'est pas la sécurité sociale quelque part ou une assurance de prévoyance. C'est-à-dire si le dirigeant il a un certain type de revenus et que du jour au lendemain il a une grosse maladie, il peut plus assurer en fait ses revenus, c'est pas à l'entreprise de payer les revenus du dirigeant. Donc là, il est important de mettre en place justement des contrats de prévoyance, d'hommes clés, de mutuelles pour protéger le dirigeant. Ça, c'est extrêmement important. Il y a également aujourd'hui une assurance RCMS donc, pour le dirigeant
qui permet aujourd'hui aux dirigeants enfin, cette assurance se déclenche si effectivement la responsabilité du dirigeant est engagée au niveau personnel notamment, et elle pourra prendre en charge les frais d'avocat notamment pour le compte du dirigeant, qui aujourd'hui peut être très important. Donc moi j'ai eu un client pas plus, enfin il y a encore l'année dernière qui a effectivement subi une procédure personnelle. Donc ça a duré 1 an et demi, mais aujourd'hui qui lui a coûté à peu près entre 150 000 et 180 000 euros de frais d'avocat. Donc il avait un très bon avocat. Il a recommencé à travailler, aucun souci, mais par contre les frais ne sont pas à la charge de l'entreprise. Donc aujourd'hui le dirigeant, c'est charge personnelle. Et ça, on peut couvrir avec cette assurance-là. Et je dirais dans ce domaine-là, c'est pas accessoire, hein, c'est essentiel. Ah oui, Et exact. c'est comme dans l'avion, quand on vous explique que le masque à oxygène, vous le mettez d'abord sur le nez avant de le mettre sur le nez de tous les gens qui vous entourent, parce que vous restez quand même dans les difficultés, le principal soutien de l'entreprise. Et si vous n'êtes pas en bonne santé, si vous n'êtes pas, si vous disparaissez ou quoi que ce soit, il faut vraiment que pour vous et pour l'entreprise, il y ait des précautions qui aient été prises en amont. Oui, tout à fait. Donc les assurances, bon là, il y a effectivement encore une petite slide sur les différentes assurances. Bon, j'ai fait déjà un peu le détail. Ouais. On va peut-être passer à la suite parce que le temps avance. Ce sujet très important. Alors, agir. Donc là, on a mis juste j'ai mis des petites slides en fait sur effectivement comment agir, comment on peut agir aujourd'hui si rien n'a été fait dans votre entreprise. Donc aujourd'hui, effectivement, la première chose, un petit plan d'action en 180 jours. Donc aujourd'hui, c'est de cartographier, c'est très très important. C'est faire un petit audit en fait de votre entreprise, voir ce qui se passe à l'intérieur, voir les différents risques, voir ce que ça peut engendrer. Dans cette cartographie, en fait, c'est effectivement de dire ce qui est important et ce qui l'est moins, même si, comme l'a dit Arnaud, tout est important en fait. Il n'y a pas de petits éléments. La deuxième chose, effectivement, c'est de sécuriser ces éléments-là par la prise de décision et la mise en place de conventions, de contrats d'assurance également. Et enfin, c'est par la suite d'aller un peu plus loin et de peut-être restructurer en fait l'ensemble de votre patrimoine professionnel et privé en fait. Un petit mot Arnaud là-dessus ou... Non, je crois que c'est bien, ça synthétise bien tout ce qu'on vient de se dire. Alors j'ai mis juste un petit cas pratique en fait, même si on l'a déjà évoqué, d'une PME familiale en tension de trésorerie. Donc aujourd'hui, on a l'approche subie effectivement avec les cautions globales qui ne sont pas suivies, qui sont comptabilité en retard, enfin il n'y a rien qui va, convention intragroupe non formalisée, retard d'URSSAF, traité tardivement, enfin voilà. Et ensuite, on a une approche un peu anticipée, donc on tient une compta à jour, on fait des prévisionnels de trésorerie comme l'a indiqué Arnaud. On fait attention à ces cautions qui doivent être plutôt des sûretés réelles, effectivement, avec des cautions plafonnées et suivies. On écrit tout ce qu'on fait et on met en place des contrats d'assurance pour protéger non pas seulement l'entreprise, mais également le dirigeant. En fait. Donc là, c'est vraiment les choses, les deux choses. Et enfin, une petite checklist simple. Alors, on pourrait en mettre, on en a mis 10, mais on pourrait en mettre beaucoup, beaucoup plus. C'est vraiment, comme l'a dit Arnaud également précédemment, c'est au moment où on écrit l'acte qu'on se rend compte que c'est pas juste un acte, mais il y a une vraie réflexion et un contexte global et qu'on pourrait, et c'est là où on s'en rend compte. Mais en premier point, on a indiqué qu'il faut jamais signer de caution sans plafond ni durée. Très important. Tenir une compta à jour, important. Formaliser les conventions. Suivre les signaux d'alerte de trésorerie, très important. Consulter tôt en cas de difficulté également.
au niveau patrimonial, c'est effectivement essayer de séparer au maximum le patrimoine professionnel et privé, vérifier ses régimes matrimoniaux et les biens communs, mettre à jour toutes ces assurances, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pas parce que vous avez fait une prévoyance il y a 20 ans que elle est toujours d'actualité. Ça, c'est important également. C'est c'est dans la cartographie qu'on disait avant. C'est s'entourer de tous les conseils, l'expert comptable, l'avocat, l'assureur, pour faire vraiment un point au niveau global de sa société et de son patrimoine privé. Et enfin, conserver toujours les preuves en fait des décisions sensibles. En fait. On arrive au bout. Alors, je vais voir dans le chat si vous avez peut-être quelques questions. Alors, pour l'instant, pas de questions. On a été clair. Bon, c'est un sujet vaste, je pense, qui mérite beaucoup de réflexion en amont. On ne fait pas ça comme ça. Tu as un petit mot encore, Arnaud, peut-être? Ouais, je voulais compléter sur un sujet qui est délicat mais important, qui relève de la responsabilité et de la sécurisation du patrimoine, et qui est le sujet des régimes matrimoniaux, parce que voilà, il y a les risques de l'entreprise, il y a les risques de la vie professionnelle, il y a les risques aussi de la vie familiale. Parfois, c'est pas un long fleuve tranquille, et si on n'a pas réfléchi en amont à la structuration de son patrimoine, ça peut compliquer beaucoup la vie de l'entreprise. En tout cas, je dirais que la responsabilité du chef d'entreprise par rapport à son entreprise, c'est de la prémunir contre les éventuels accidents de la vie familiale, et qu'on ne se retrouve pas avec un conflit familial qui vient perturber le fonctionnement. Donc ça, c'est important. Je le dis parce que c'est rarement pris en compte. On voit que dans les créations d'entreprises, on se marie pour le meilleur et pour le pire, mais quand on se marie, c'est toujours pour le meilleur. Et ensuite, on se rend compte que ça peut se passer différemment. Donc, je pense que ce n'est pas un sujet à éviter. Hein, c'est un sujet dont il faut parler en famille, réfléchir et bien structurer, à la fois pour protéger le patrimoine familial, mais également pour protéger l'entreprise, parce que les deux ont des vies et des logiques et des intérêts qui peuvent être différents, et que autant légitimes l'un que l'autre, mais dont il faut tenir compte. Tout à Ça, fait, c'est oui. un sujet dont il faut se préoccuper plus, à mon avis, que c'est le cas couramment. Ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ça va vraiment dans les deux sens, en fait. C'est vraiment interactif. Les deux peuvent vraiment. Il n'y a pas de mur, en fait, aujourd'hui, entre le côté professionnel et privé. On a souvent tendance à dresser un mur entre les deux, mais c'est vrai qu'en réalité, les deux sont vraiment très interactifs. Et l'idée, c'est de mettre des murs, mais sans forcément qu'il n'y ait aucune communication, quoi. Alors, Ok. oui, dis-moi. Je vois un petit 1 là sur le. Non, il y a une question Alors, qui attends. est apparue. Alors, non, je vois Non, pas. non, non. Ok. Non, je vois pas. Je vois pas pour l'instant. D'accord, d'accord. Alors, dans le cadre de notre série de webinaires, vous avez accès donc sur Webikeo toujours à nos webinaires qu'on a pu faire depuis le mois de septembre maintenant, hein, avec différents webinaires qui ont été suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc ça nous fait plaisir. On essaye de trouver toujours d'autres sujets, enfin, on essaye, on a tellement, mais on essaye de pouvoir les traiter les uns après les autres. Le suivant, ça va être donc effectivement le patrimoine immobilier, comment le sécuriser et valoriser vos investissements. Arnaud, on en a déjà parlé un petit peu durant ce webinaire avec l'immeuble parisien bien placé qu'on pourrait vendre. Aujourd'hui, c'est vrai que il faut anticiper en fait comment dire, la liquidité de votre patrimoine. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement quand même qui est aujourd'hui assez perturbé. Et si vous avez du patrimoine effectivement non liquide, la première chose à faire, c'est essayer de le rendre liquide. Donc, il y a plein de solutions possibles. On pourra en discuter, là, dans le webinaire qui sera le 29 mai, donc très, très bientôt. Et le suivant, et on aura terminé notre saison là-dessus avec préparer la vente de son entreprise.
Donc, effectivement, encore un vaste sujet pour les dirigeants au niveau professionnel et personnel. Bon, on arrive. Je vois quand même une question, ce qui fait plaisir. C'est une question d'Olivier qui demande, faut-il privilégier les sociétés aux entreprises individuelles afin de limiter les risques? Et la réponse est clairement oui. Les sociétés de capitaux, hein, donc celles où vous ne risquez que le montant du capital que vous avez versé dans la société, sauf faute ou caution. Mais ces sociétés-là, donc typiquement la SARL, hein, le URL, la SAS, la SA c'est un peu pour des grosses entreprises parce que c'est très formaté par la loi, donc c'est compliqué. Mais c'est des formes sociales qu'il faut privilégier et bien sûr, il vaut beaucoup mieux en termes de risque, hein, exercer en société. Après, ça pose des questions de l'argent qui tombe dans la poche de la société ne tombe pas dans votre poche, donc après, il faut vous rémunérer pour votre activité. Et là, voilà, il faut optimiser au mieux. Oui. Et en tout cas, c'est comme ça qu'il faut, il vaut mieux structurer sinon tout le patrimoine est exposé, ou alors faire des patrimoines d'affectation, comme je le disais tout à l'heure. Merci Arnaud. Encore un petit. Merci pour la présentation. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Oui, un petit mot encore. Oui. On a effectivement rédigé, notre collègue, confrère, effectivement, Frédéric Parra, rédige maintenant, c'est la 4e édition, donc le patrimoine du chef d'entreprise, un livre disponible chez tous les bons libraires. Arnaud, tu en as fait la préface d'ailleurs? Oui, j'ai eu le plaisir de préfacer Frédéric Parra. Je dis dans cette préface que c'est pas un livre technique, c'est un livre d'amour parce qu'il aime tellement son métier que ça transpire à toutes les pages. Et du coup, c'est un livre très généreux où il y a beaucoup de conseils, voilà, et qui aborde de manière claire et simple, mais complète, beaucoup de sujets. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages, hein, mais celui-ci fait la synthèse de beaucoup de choses. Et franchement, je le recommande parce qu'il est clair et on va l'enrichir au fil des années collectivement. Donc, tout à fait. Voilà. J'ai eu la chance de lire effectivement et c'est vraiment très clair et c'est comme tu dis un livre d'amour. Voilà. Parfait. Bon, écoutez, merci à tous. À très bientôt. Bon week-end. Merci Arnaud. Merci à tous. Merci Jean-Rodolphe. À bientôt.